suis ravie aussi d'être à cette table ronde, hein, et en particulier d'enchaîner sur ce qu'a dit Marianne, hein, que j'ai trouvé absolument passionnant. Et je crois qu'on converge tout à fait sur l'idée d'une nouvelle forme de pensée de la démocratie, hein, à partir de cette idée du commun. Moi, je parlerai peut-être plus souvent d'individus que de personnes, mais ce que j'ai vraiment voulu faire avec Albert Roggien, hein, puisque Joël rappelait cette série d'ouvrages, c'est vraiment mettre, mettre en scène, mettre à l'honneur en fait les citoyens ordinaires en tant qu'acteurs central. Alors je dis central au singulier, finalement c'est les citoyens ordinaires qui sont l'acteur central de la scène politique, et c'est quelque chose qui est apparu pour nous, hein, puisque tu parlais de ces 3 ouvrages, hein, Joël, donc, en 3 occasions, puisque d'une part, eh bien, dans les actions de désobéissance civile, hein, où là, il y a eu vraiment la mobilisation de citoyens ordinaires. Ensuite, bien sûr, au moment des différents printemps, hein, donc au moment où des foules sont descendues dans la rue pour s'adresser à leurs dirigeants et exiger un changement radical, hein, comme vous ne nous représentez pas en mon nom, hein, donc c'est toujours l'idée en fait de la représentation et donc du commun, hein, de la question de quel commun il y a quand on ne se sent pas représenté. Donc ça c'est dans les années 2010 et c'est l'objet donc du principe démocratie. Et plus récemment, on s'est interrogé aussi sur nos capacités vraiment à être démocrate. Est-ce qu'on fait vraiment confiance aux citoyens ordinaires, hein. Et donc, on a vraiment une définition de la démocratie qu'on appelle démocratie comme forme de vie. Qu'est-ce que c'est? C'est l'idée que chacun est le mieux à même de juger ce qui est bon pour lui, pour elle, en tant que citoyen. Et bien sûr, la référence centrale, tu t'en doutes, c'est Dewey, mais il y en a d'autres. Et je vais aussi, donc ça ne t'étonnera pas, Joël, parler de cette question du langage, hein, du modèle que constitue l'usage commun du langage pour penser la démocratie, et également donc d'une autre tradition que celle du Dewey, qui est celle du perfectionnisme moral, donc d'Emerson et Thoreau, sachant que Emerson, en tout cas, a influencé fortement Dewey sur son idée de la démocratie. En tout cas, ce qui nous intéresse en fait dans tous ces travaux récents, c'est vraiment l'idée que l'activisme politique, hein, donc la mobilisation des personnes, des individus, est quelque chose qui va définir la démocratie et beaucoup plus finalement que des institutions, même si on se rend bien compte que certaines de ces institutions sont extrêmement utiles, mais la force de la démocratie comme forme de vie, c'est justement cette capacité de donner à chacun à chacune sa voix, hein, et donc c'est un principe qu'on peut appeler perfectionniste aussi, hein, donc ça je reprends un terme, ou mélioriste, hein, mais c'est vraiment moins joli de dire mélioriste que perfectionniste, hein, avec cette idée donc la capacité de donner à chacun sa voix, c'est la seule possibilité pour chacun de donner le meilleur de soi-même, hein. Donc c'est aussi pour cela que le commun, dans ce cas-là, cette voie commune qu'on va rechercher, eh bien, ça ne sera pas en fait la voie de la conformité, hein, comme dit Emerson, mais ça sera vraiment l'expressivité singulière, donc je rejoins ce qui vient d'être dit, hein, par Marianne, l'expressivité singulière qui va être en fait le cœur de l'exigence démocratique. Alors pour cela, je vais passer vite, hein, sur ce premier temps, mais Emmanuel finalement m'est encouragé en rappelant l'enracinement dans le langage et dans la pensée de Wittgenstein, hein, de cette idée finalement de l'expressivité au cœur d'une communauté de sens, hein, puisque le sens commun, alors au sens de la constitution d'un sens partagé, c'est vraiment le point de départ de la philosophie du langage et en particulier de la philosophie du langage ordinaire. Donc, c'est la première citation. Donc, je partais vraiment d'une phrase de Wittgenstein très connue, d'ailleurs,
justement qui était aussi commenté par Jean-Pierre Cometti, hein, qu'on a mentionné tout à l'heure, c'est ce que les êtres humains disent qui est vrai et faux, ils s'accordent dans le langage qu'ils utilisent. Il y aurait beaucoup d'autres passages de Wittgenstein qu'on pourrait citer pour essayer d'explorer cette idée, mais ce qui est vraiment important là, c'est qu'il n'y a pas seulement la question du langage partagé, le fait, par exemple, d'avoir des significations communes hein, pour permettre la communication, mais c'est vraiment une forme de vie dans le langage, et donc c'est le mot dans, hein, il s'accorde dans le langage, qui est pertinent là, hein, puisqu'il ne s'agit pas d'un accord sûr, donc il n'y a pas une sorte de convention où tout le monde va se mettre d'accord sur le sens qu'il faut donner au mot, parce que de toute façon, on n'aurait pas d'accord, mais on a vraiment une forme de vie dans le langage qui n'est pas seulement un accord, pas seulement le partage de structures sociales, mais vraiment tout ce qui va constituer le tissu des existences et des activités humaines. Donc la question, c'est vraiment comment donc, se construit cet usage commun du langage, hein, et comment est-ce qu'on va passer finalement de cet usage individuel, hein, comment moi je vais utiliser les mots, quel sens je leur donne, à un sens partagé. Et ça a l'air d'être une question purement de philosophie du langage. En réalité, c'est vraiment une question beaucoup plus globale, hein, celle de l'accord dans le langage et l'accord en fait sur des critères, hein, c'est-à-dire donc la façon dont on va constituer un nous qui est en jeu quand on décide ce que nous disons, hein, puisque quand on parle, on va évidemment s'exprimer soi, mais on va renvoyer à donc un accord donc dans ce que nous disons, hein, ce n'est pas donc un accord dans les opinions, mais dans la forme de vie, et effectivement on est obligé de se conformer à des usages, mais en même temps de s'investir dans sa propre parole. Et donc ces usages, ce ne sont pas en fait des sens partagés, donnés a priori et réifiés en quelque sorte, hein. Donc c'est vraiment un travail constant d'arriver à l'accord, et ce n'est pas un accord intersubjectif, hein, il n'y a pas d'accords qui sont passés entre donc des locuteurs rationnels, hein. On parlait de Habermas tout à l'heure, hein, ça n'est vraiment pas cette question-là, hein, puisqu'il n'y a pas de moment où on va se mettre d'accord sur des significations, et donc il y a un accord dans les jugements qui n'est fondé en fait que dans la parole individuelle, hein, et c'est comme ça que l'on va arriver à faire cette liaison problématique entre le je et le nous, hein. Donc si Wittgenstein dit nous nous accordons dans et pas sur, ça veut dire que les locuteurs ne sont pas acteurs de l'accord et que le langage précède l'accord autant qu'il est produit par eux, et il y a à chaque moment donc une forme de scepticisme, hein. Donc le langage va produire un autre autant qu'il est le produit de l'accord, mais en tout cas ça n'est pas un accord sur comment est-ce qu'il faut parler en fait, hein, puisque ce qu'on a chez Habermas, c'est l'idée que le fait d'entrer dans le langage nous contraint à avoir des règles rationnelles de ce que c'est qu'une bonne conversation, et en réalité, et ça c'est vraiment une thèse qui a été poussée jusqu'au bout par Stanley Cavell, mais je ne vais pas entrer évidemment dans ce détail aujourd'hui, eh bien, en fait, il y a toujours dans le langage une revendication, hein, la voix individuelle du locuteur qui va donc réclamer, revendiquer de valoir pour les autres. Et donc, trouver sa voix, hein, c'est quelque chose qui ne consiste pas à trouver un accord avec tous, mais à faire une revendication. C'est le mot claim que Emmanuel aussi discute souvent, et que Stanley Cavell a vraiment examiné de près, hein, dans les voies de la raison. Et donc la question, c'est de savoir comment est-ce que j'entre dans cette forme de vie et du langage, et comment je peux donner à ma voix individuelle, personnelle, donc une portée publique. Et donc le commun, dans cette perspective, si on parle de Wittgenstein, si on aussi pense à ce que dit Stanley Cavell, mais aussi si on pense à la voix universelle, hein, de Kant, qui est reprise à la fois par Cavell, mais aussi par Hannah Arendt, hein, pour penser ce modèle-là, en réalité, le nous, la communauté, le commun ne peut
exister que dans sa constitution par cette revendication individuelle. Et donc, il n'y a pas d'accord préalable. L'accord va se faire par cette revendication qui me ramène toujours en fait à moi-même et à ma voix. Et donc, qu'est-ce que c'est que la démocratie dans une perspective comme celle-là? Ça n'est pas un accord ça n'est pas accepter des institutions existantes, ça n'est pas un consensus ou un ensemble ou un accord. Donc, ça n'est pas une communauté, mais c'est réellement donc l'expressivité personnelle qui doit même en être le point de départ. Et donc, on peut vraiment ancrer là-dedans, c'est vraiment ce qu'on a fait avec Albert, ancrer là-dedans l'idée d'une politique, ce qu'on appelle une politique de l'ordinaire, qui n'est pas une politique de l'accord ou de la communauté. Il n'y a pas du tout l'idée qu'on doit accepter des règles en fait pour converser. Bien sûr, le langage existe avant qu'on soit là, c'est ce que dit Wittgenstein tout le temps, mais ça n'est pas du tout quelque chose qui va déterminer entièrement ce qu'on va dire. Et donc, on voit bien que le fait d'entrer en discussion, ça n'est pas consentir à des normes. Donc, c'est vraiment l'anti-Habermas, en fait, cette position-là, même si, bien sûr, l'approche de Habermas est extrêmement, extrêmement riche, finalement, la question que cela pose, et c'est la question d'une politique de l'ordinaire, c'est vraiment la question de savoir quel est le consentement que j'ai donné et le concept en fait de la communauté, du commun, de la conversation démocratique. Ça n'est pas seulement un accord et puis on accepte d'entrer dans l'accord où on est éjecté, mais c'est vraiment l'idée que tout le monde doit trouver sa voix en fait dans cette conversation. Et c'était vraiment cette idée-là qui est en fait à l'œuvre dans le concept de la revendication et de la démocratie. C'est vraiment aussi une critique de la conception de l'espace public comme délibération rationnelle, puisque ça n'est pas donc une mise en cause du consentement à la société en tant que telle, mais c'est vrai que c'est vraiment la question de savoir qui peut parler et comment est-ce qu'on peut donc échapper à cette injustice fondamentale que serait l'impossibilité de prendre part en fait à cette parole. Alors vous voyez que ce que cela veut dire, c'est que finalement on ne peut pas penser le commun autrement que dans les termes d'une politique de l'ordinaire. Et c'est pour cela que, alors là je vais aller un peu plus vite, bien sûr, mais évidemment, ce qui est à l'œuvre là, c'est cette politique de l'ordinaire qui va ancrer donc la légitimité politique, non pas dans un accord, une communauté, mais en fait dans la voix singulière, et c'est ce que revendique en fait l'idée même de l'ordinaire. Alors j'ai toute une série de citations, mais que je ne vais pas vous lire en détail, puisque ça serait un peu long, mais c'est vraiment des citations d'Emerson et de Thoreau. Par exemple, je ne demande pas le grand, le lointain, le romanesque, etc., ni ce qui se fait en Italie, ni ce qui est la règle. J'embrasse le commun, le familier, le bas. Donc, en fait, si on veut avoir cette conception ordinaire de la démocratie, eh bien, on est obligé de penser le commun dans ce sens, en fait, du mot commun. Je n'ai pas encore tellement entendu, finalement, le commun en tant que l'ordinaire, le bas, ce qui est dévalorisé. Et donc, la démocratie, qu'est-ce que c'est? C'est en fait mettre en avant les personnes les plus basses, les plus dévalorisées, mettre en valeur une réalité qui va être celle de la vie ordinaire. C'est la citation 3, par exemple. Et on a aussi une esthétique liée à cet ordinaire. Donc là, j'insiste pas, c'est pas le sujet, mais c'est extrêmement important lorsque Emerson va dire dans la citation 4, ce qui avait été négligemment foulé aux pieds par ceux qui s'équipaient pour de longs voyages, etc., pour l'extraordinaire, eh bien, en fait, c'est cela qui est plus riche, la littérature du pauvre, les sentiments de l'enfant, la philosophie de la rue, la vie domestique, tels sont
les sujets du jour, et sous une forme plus amusante, parce que Thoreau est toujours beaucoup plus amusant en fait que Emerson, même si Emerson est très très riche. Donc, vous avez cette proposition de créer, contre l'idée des écoles donc communes, de créer en fait des écoles uncommon, des écoles peu communes, hein, où finalement on transformerait les villages en universités. Hein. Alors, c'est-à-dire que dans toute cette approche en fait de l'ordinaire et du commun comme ordinaire, ce qui évidemment m'intéresse là, c'est l'idée que le commun doit être entendu évidemment dans ce terme, dans ce sens de la vie ordinaire, et aussi donc des personnes ordinaires. Et c'est cela qui peut être à la base en fait de cette définition de la démocratie comme un droit d'avoir donc un commun qui parle et agit en son nom. Donc la question va être de savoir comment en fait ces personnes ordinaires, cet ordinaire va émerger dans le discours collectif, hein, et comment en fait la démocratie comme forme de vie va être le lieu de l'expressivité donc de ce commun, et effectivement de cette idée de la littérature du pauvre, hein, des personnes qui en réalité n'ont pas été intégrées dans le débat, la conversation démocratique au départ, pour ensuite avoir un peu perdu dans la conversation, mais n'ont jamais fait partie de cette conversation. Et donc là, il y a vraiment une façon d'utiliser Emerson, d'utiliser Dewey, Thoreau, pour critiquer le modèle conversationnel du commun qui s'est élaboré avec Habermas et Rawls aussi, mais dont je ne parle pas faute de temps. Heureusement, parlant de temps, je n'ai pas besoin de passer beaucoup de temps à maintenant parler de l'approche de Dewey, hein, qui est vraiment dans le prolongement de celle-là, mais qui a été abordée par Sylvain tout à l'heure, hein, par Marianne tout à l'heure, et puis je suis sûre que Joël aurait beaucoup donc à en dire. Mais évidemment, la question donc de la démocratie comme enquête, c'est aussi une façon de mettre en avant en fait le citoyen ordinaire, les personnes ordinaires, hein, comme acteurs principal de la démocratie, hein, et pas seulement de concevoir la démocratie comme une forme d'accord global et de convention où tout le monde serait intégré. Je crois on peut vraiment partir de cette définition de Dewey. Hein. Je vais peut-être parler seulement du public et ses problèmes, hein, puisqu'il y a un passage qui explique en fait comment va se passer en fait l'enquête, mais je vais pas y insister puisque Sylvain l'a dit, et je vais plutôt essayer au lieu de la logique même de l'enquête, essayer de dire rapidement pourquoi en fait la conception de l'enquête de Dewey, c'est vraiment une façon aussi d'affirmer cette démocratie radicale, hein, même si c'est pas toujours le cas dans ces formulations. Hein. Vous savez qu'il dit, c'est au dernier chapitre du public et ses problèmes, et c'est c'est la citation 7 et la citation 8, hein, il n'y a pas de sens à se demander comment les individus en viennent à être associés. Ils sont ensemble, et donc il faut essayer de comprendre finalement comment ça se fait, hein, qu'est-ce qui se fait, et effectivement il faut une activité conjointe. Hein. Le fait d'être ensemble ne produit pas société, il faut, dit-il, donc un intérêt commun. Et comment va se faire en fait cet intérêt commun, hein? Comment est-ce qu'on va arriver à mettre en évidence cet intérêt? Eh bien, c'est en suivant ce que Dewey appelle une méthode, hein, c'est-à-dire que la démocratie, c'est une méthode, et cette méthode, eh bien, ça n'est pas quelque chose qui va renvoyer à une institution, à un régime politique, mais la procédure expérimentale dont on a parlé. Et en gros, pour cette procédure-là, et pour Dewey, eh bien, il faut que chacun soit considéré comme ayant son mot à dire, et même étant même la personne qui a un mot à dire sur la situation dans laquelle il est impliqué.
Et je crois que là, c'est évidemment cela, en fait, qui est aussi très important pour cette définition du social en termes de commun et en termes donc, en termes, de pouvoir individuel du citoyen, hein, puisqu'il s'agit donc, par exemple, donc dans la citation 11, hein, qu'est-ce que c'est la démocratie? C'est prendre part de manière responsable à la formation et la direction des activités du groupe et en fonction de ses besoins aux valeurs que le groupe défend, hein, donc la libération des potentialités des individus. Et donc, il n'y a pas de démocratie si on n'a pas en fait cette possibilité pour chaque individu de se faire entendre, hein. Et donc, cette condition, elle est absolument essentielle et bien sûr, pour Dewey, n'est pas absolument pas respectée. La question est de savoir, pour lui, et là c'est dit très clairement dans la citation 12, comment la grande société pourrait devenir donc une grande communauté, c'est-à-dire quelque chose où il y aurait un public, hein. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce public? Eh bien, c'est la façon dont les citoyens peuvent agir directement sur les questions qui les concernent. Et donc, bien entendu, là, il y a l'idée d'intelligence collective, hein, sur laquelle il n'y a pas besoin de revenir, mais qui est évidemment à la base aussi de la question de la participation, hein. Ça, Joël a travaillé là-dessus vraiment en détail, mais c'est vraiment simplement pour vous refaire le lien en fait entre commun, la intelligence collective et démocratie, et en fait une politique de l'ordinaire, puisque ce que cela signifie, et c'est en ça qu'il y a une rupture si on utilise ces idées avec la pensée politique, une grande part de la pensée politique libérale, hein, donc du XXe siècle, on a bien sûr une rupture avec l'idée que les citoyens ordinaires donc, ont une compétence qui est première, hein, si on veut réellement avoir une vie démocratique. Et donc, c'est simplement le rappel donc que les citoyens ordinaires sont toujours partie prenante de l'administration des affaires publiques et des décisions politiques. Donc, c'est des analyses qui ne plaident ni pour un consensus qui nierait les conflits et les oppositions de classe, hein, bien au contraire, ni donc pour une forme de dépolitisation des questions. C'est vraiment une théorie qui nous aide à penser, donc c'est vraiment une exigence radicale et ordinaire à la fois, donc que toute personne dans une société possède un savoir politique, une compétence politique et également morale, d'ailleurs, et aussi épistémique, qui suffit à lui conférer la responsabilité de prendre des décisions qui engagent l'avenir et le destin d'une collectivité. Donc, pour terminer, à partir de là, donc ces trois références, Wittgenstein, donc Emerson, Dewey, eh bien on a là vraiment une définition de la démocratie en termes de commun et d'ordinaire, qui est effectivement la nécessité d'inclure donc plus de voix ordinaires dans la conversation politique, et le fait que, et là ça crée vraiment un changement politique qui n'est pas complètement assumé, mais qui commence petit à petit, je pense, à émerger. Et je crois qu'on l'a vu, par exemple, dans certains débats récents aux États-Unis. Hein, je n'ai pas le temps d'en parler en détail puisque je vais conclure, mais c'est vraiment l'idée aussi qu'il faut donner, en fait, une voix spécifique aux personnes défavorisées, aux minorités, pour avoir donc un régime qui soit proprement démocratique, hein. Et je crois que là, il y a un élément extrêmement important dans la façon dont des mouvements purement activistes, hein, au départ, comme le mouvement MeToo ou le mouvement Black Lives Matter, hein, aux États-Unis, ont joué un rôle, alors non seulement culturel ou de visibilité de communauté, mais vraiment un rôle politique, hein, puisque ils ont vraiment joué un rôle, en fait, et on le voit dans beaucoup d'analyses actuelles, hein,
dans les changements politiques, hein, dans le fait que, par exemple, le Parti démocrate ait pu, malgré finalement une résistance très forte du Trumpisme, ait pu l'emporter, c'est aussi parce qu'il y a eu cette mobilisation de groupes qui sont évidemment des groupes nés dans l'activisme, mais qui ont réussi à généraliser cet activisme ordinaire, hein, de personnes vraiment défavorisées et ordinaires, en faire quelque chose qui a permis donc de transformer, il me semble, la donnée politique, et on transformait en fait l'idée acceptée de ce que c'est que la démocratie, et essayer de créer vraiment du commun, mais en faisant entendre toutes les voix et une nouvelle tonalité de voix qui n'étaient pas encore suffisamment entendues dans le champ politique. Donc pour moi, l'idée donc de la construction du commun à travers justement l'écoute, l'intégration de voix différentes, de voix multiples, de voix individuelles, mais qui n'étaient pas en fait présentes au premier plan de la vie politique, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour penser le commun aujourd'hui. Merci beaucoup. On peut se demander si finalement il n'y a de commun que s'il y a de l'ordinaire, ou que s'il n'y a d'ordinaire que s'il y a du commun. Finalement, on pourrait presque se demander si ces deux termes ne sont pas synonymes, parce que dès qu'on sort de l'ordinaire, on a affaire à des bêtes ou à des dieux, pour parler comme Aristote. Et donc, ce qu'on aurait en propre en tant qu'être humain à égalité avec les autres, c'est justement ce qu'il y a de plus ordinaire, en fait. Le fait qu'on parle, par exemple, qu'on utilise une langue.